Merci pour votre fidélité. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'InfoSoir sur la communication plus télévision. Voici l'unique titre de l'actualité de ce soir. Mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la première réunion du Comité national de coordination à l'immeuble du gouvernement dans la commune de la Gombe. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bonsoir. On va parler ce soir de la situation dans la province du Nord Kivu avec le M23 qui n'arrive pas à respecter plusieurs accords. Le cessez-le-feu n'a pas été aussi respecté. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, s'est exprimé aux Nations Unies. Toutes ces questions seront décortiquées au cours des indispensables de ce soir avec des grâces pièces. Des grâces spécifiques, bonsoir et bienvenue ici. Merci beaucoup. Surtout, bon début de week-end. Merci. Alors, quelle est la situation actuellement sur le terrain dans la province du Nord Kivu? Parce que les M23 n'ont pas pu respecter les cessez-le-feu. Le vice-premier ministre et ministre en charge des Affaires étrangères s'est exprimé sur la tribune des Nations Unies en réunion. Et puis, la situation de la MONUSCO, tout c'est avec vous. D'abord, la situation sur le terrain, qu'est-ce qui est le constat? Alors, il faut savoir que la situation sur le terrain reste précaire. En tout cas, on peut le voir à travers ces images. Les FARDC qui se sont déployés, en tout cas en masse, dans certaines localités, dans certaines régions, en tout cas de la province du Nord Kivu. Tout est parti de la déclaration du président de la République devant la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 78e session des Nations Unies. Le président de la République qui a réaffirmé la position du gouvernement congolais de ne jamais négocier avec le M23, donc qui est soutenu évidemment par le Rwanda. Cette déclaration a suscité en tout cas des agitations au sein du mouvement rebelle du M23 qui a reconquis d'autres localités qu'il avait précédemment cédées. Et les cessez-le-feu n'a pas été respecté, en tout cas sur terrain. Ça tire à balles réelles, ça tire dans tous les sens. Et pendant ce temps, nous sollicitons le départ de la MONUSCO avec comme argument que nous serons capables de protéger nos frontières. Mais la MONUSCO est encore là. Le M23 parvient quand même à reconquérir encore d'autres localités. Justement, voilà qui prouve que la MONUSCO n'a plus, en tout cas, longue vie sur les sols congolais. On va y arriver, mais avant de prendre les chapitres de la MONUSCO, il faut savoir que l'armée congolaise a constaté à travers les services des renseignements et de services d'intelligence que, hormis ces mouvements qui est fait sur le sol congolais, il y a eu du renfort en termes d'armement, mais aussi en termes d'hommes qui venaient du Rwanda. Donc Kigali a non seulement décidé de ne pas respecter les cessez-le-feu conformément à l'accord de Luanda et de Nairobi, mais aussi il a décidé de renforcer le M23, notamment en armes, mais aussi en troupes. On va écouter le porte-parole du gouvernement provincial, le lieutenant-colonel Njike Kaiko, qui a fait cette révélation à travers ses communiqués de presse il y a 2 jours. Alors ensemble, nous allons suivre le porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu. Dans ce même chapitre, le comité provincial de sécurité a constaté qu'après la déclaration du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, à la tribune des Nations Unies, faisant état du refus de dialogue avec le M23-RDF, ces derniers s'illustrent par beaucoup d'agitation et commencent à réoccuper toutes les positions jadis abandonnées. Il a été aussi constaté par les services que plusieurs traversées des citoyens rwandais possédant des cartes d'électeurs congolaises et soupçonnés d'espions envoyés par le Rwanda sont en vogue ces derniers temps à la frontière congolaise. Pour ce faire,
l'autorité provinciale a réitéré son vœu de voir tous les services, chacun en ce qui les concerne, de se mettre tout de suite au travail, de demeurer vigilant pour éviter d'une part une infiltration de l'ennemi entre nos lignes et d'autre part une surprise ennemie à l'interne. Il a ensuite ordonné que l'EAC-RF et le mécanisme conjoint de vérification élargi soient informés de cette violation à répétition du cessez-le-feu. Et là, on était en train de suivre le porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu qui explique d'ailleurs cette situation de la traversée des personnes non notamment identifiées avec certaines d'entre ces personnes avec les cartes d'électeurs de la RDC. Et donc, nous sommes encore victimes d'une infiltration rwandaise autour de nos frontières. Bien sûr, en tout cas, les dangers restent permanents. C'est aussi le constat qu'a fait en tout cas le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a devant les conseils de sécurité des Nations Unies présenté l'ensemble de la situation tout en interpellant, tout en rappelant que la situation globale de la République démocratique du Congo demeure précaire et que la seule manière de prévenir, la seule manière de protéger des vies, c'est mettre fin à cette guerre. Il a dit, je cite, « Agissez avant que le pire n'arrive avec un ton ferme ». Le voici Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, que je vous invite à suivre. Alors, nous allons suivre également le vice-premier ministre et ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui s'exprime lors de la réunion du Conseil de sécurité aux Nations Unies en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez les capacités juridiques, politiques et matérielles de contraindre toutes les parties récalcitrantes à mettre intégralement en œuvre la feuille de route issue des processus de Nairobi et de Luanda que vous avez approuvée et d'arrêter par conséquent l'enlisement dangereux en cours dans la crise sécuritaire en RDC. Agissez avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps de dire le droit international, les droits en sanctionnant l'agression avérée de la RDC par le Rwanda et les crimes du 1-23 sur le territoire congolais, ainsi que les crimes des autres groupes armés. Il est grand temps de hausser le ton en sommant sans équivoque aussi bien le 1-23 de déposer les armes, d'aller au cantonnement des sites prévus à cet effet, de s'intégrer dans les PDDRCS. Aussi bien aussi les 1-23 que le Rwanda a retiré sans condition ses troupes du Congo et a cessé son soutien 23. Quant au FDLR, le gouvernement congolais fait à la communauté internationale une proposition simple. Les membres du FDLR ne sont pas des citoyens congolais. Pourquoi le Conseil de sécurité ne peut-il pas concevoir un plan d'éradication des FDLR pour l'exécution duquel la RDC est prête à participer activement? Nous vous tendons cette main-là. Pour sa part, la RDC n'a pas failli à ses engagements. Nous ne cesserons jamais de nous battre pour protéger l'intégrité territoriale et l'indépendance de notre... Ça, c'était le vice-premier ministre et ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui demande à la communauté internationale, surtout au Conseil de sécurité, d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que c'est déjà un avertissement pour qu'au cas où on agit et on n'arrive pas à agir, qu'on fasse un assaut du coup sur les M23 et sur le pays voisin? Bien sûr, c'est en tout cas un scénario qu'on doit, en tout cas à ce stade, on peut à ce stade envisager, parce que souvenez-vous, le président de la République l'a dit lors d'une conférence, lors d'une conférence qu'il a animée à New York, en marge justement de son séjour pendant le Conseil de sécurité, pendant la 78e session, voilà, justement, la session des Nations Unies. Le président de la République a dit que la République démocratique du Congo, les FRDC sont prêtes à éventuellement
usé de tous les moyens pour mettre fin à l'insécurité. Donc, il fallait aller dans la voie diplomatique que préconisait le président de la République. Tout le monde a vu, tout le monde a constaté que la République démocratique du Congo a toujours respecté ses engagements sur le plan international. La RDC s'est toujours montrée bon enfant en respectant tous les accords, notamment de Nairobi et celui de Luanda, mais de la part de nos ennemis, de la part du Rwanda, de la part du M23, il n'y a jusque-là aucun respect. Alors il fallait amener les choses jusqu'à ce niveau-là pour arriver à frapper définitivement. Et quelle est la suite de la MONUSCO actuellement? Parce qu'on parle du retrait de ces troupes de la RDC d'ici 2024. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme suite aujourd'hui? Alors, à ce stade, il faut savoir que la suite, elle est bien connue. Hein. La MONUSCO devra quitter le sol congolais, en croire le gouvernement de la République démocratique du Congo, parce que même elle-même, la MONUSCO, a constaté que le M23 n'est pas en mesure de respecter les accords, malgré qu'il y a la présence de cette force onusienne qui pouvait, d'une manière ou d'une autre, exercer... La MONUSCO a failli défendre le M23? Bien sûr, c'est d'ailleurs l'aveu d'échec qu'a exprimé le secrétaire général des Nations Unies. Souvenez-vous, Antonio Guterres, qui a estimé que la MONUSCO n'était pas capable de mener une offensive contre les M23. Donc, et Bintou Keïta, la représentante justement du secrétaire général des Nations Unies, que voici en image, a réitéré cette position et elle a présenté la situation de manière globale devant le Conseil de sécurité pour dire finalement que le M23 ne sont pas une force à faire confiance dans les respects des engagements. On va l'écouter à travers ses propos. Alors, nous comprenons déjà que même la MONUSCO commence à tourner les dos contre les M23, même tous les grands pays qui sont toute la communauté internationale. Voilà, pour ce fait, on va d'abord suivre Bintou Keïta, qui est la représentante de la MONUSCO en RDC. Depuis ma dernière intervention, l'insécurité continue de gangréner l'Est de la République démocratique du Congo. La situation demeure volatile et requiert toujours des efforts continus de protection des civils. En effet, la crise du M23 continue de nourrir la frustration et la colère de la population et d'alimenter des tensions entre la RDC et le Rwanda. Au Nord Kivu, la MONUSCO a continué de dissuader les attaques des ADF entre Beni, Erigenti et Bouanasoura. Dans la zone sud de la province, le cessez-le-feu entre les forces armées congolaises et le M23 a été globalement respecté, mais les combats entre le M23 et les groupes armés ralliés au gouvernement se sont intensifiés. Le M23 contrôle toujours des points de communication stratégiques dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo et a même réoccupé des zones précédemment libérées et ne remplit aucune des obligations agréées dans la feuille de route de Luanda. Le M23 a notamment bloqué les missions de la MONUSCO à Rumangabo dans le territoire de Rutshuru destinées à préparer le site identifié pour son pré-cantonnement. Je déplore cette obstruction et renouvelle mon appel au M23 à déposer les armes et à se retirer sans délai des territoires occupés et aux signataires de la feuille de route de Luanda d'appuyer pleinement ce processus. En Ituri, l'insécurité est toujours à un niveau dramatique, alimentée principalement par les milices Codeco, Zaïre et le groupe ADF. Djougou et Irumu y sont les principaux foyers d'insécurité. La MONUSCO y a repoussé de multiples attaques contre les civils. La coordination des opérations contre les groupes armés a aussi été renforcée avec la mise en service en juillet dernier du nouveau centre conjoint d'opération et de coordination de la MONUSCO et des FARDC à Bunia.
Alors, avec cette déclaration de la représentante de la MONUSCO en RDC, on peut se dire que le M23 est désormais asphyxié parce que la situation est déjà présentée publiquement. Oui. Il n'y a plus rien à cacher. Et quelle est maintenant la position du gouvernement congolais pour l'après-MONUSCO, lorsque la MONUSCO va quitter les sols congolais? Qu'est-ce que le gouvernement prévoit? Alors, il faut tout d'abord savoir que la République démocratique du Congo ou le gouvernement congolais est les seuls responsables constitutionnels garants de la sécurité de ses citoyens. Donc, il n'appartient ni à la force de l'EAC, encore moins de celle de la MONUSCO, de garantir, de sécuriser les civils dans l'ensemble du territoire national. Donc, puisque cette charge revient aux forces armées de la République démocratique du Congo, il faut que la République démocratique du Congo assume pleinement ses responsabilités. Et c'est ça d'ailleurs la position du gouvernement telle que l'a indiqué le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundu, toujours devant les conseils de sécurité des Nations Unies. Allons croire, il a présenté la situation telle que la République démocratique du Congo a pris toutes les dispositions de manière à ce que, ensemble avec les partenaires notamment de l'EAC et de la SADC, de manière à ce que la situation soit maîtrisée, la situation soit en tout cas sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. On va à ce sujet écouter le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Christophe Lutundu, la peine pas la peine, on va encore l'écouter une fois de plus. Madame la Présidente, pendant les échanges sincères que la délégation qui m'accompagne et moi-même, nous avons eu depuis la semaine dernière en bilatéral, avec les représentants de 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, ces 3 pays africains non membres permanents et le président du Conseil, ainsi que les délégués des autres États membres de l'ONU, nous avons noté avec satisfaction que le consensus se dégage quant au fond sous le retrait accéléré et échelonné de la MONUSCO. Cependant, 2 préoccupations permanentes sont revenues comme un leitmotiv dans les déclarations des interlocuteurs, comme tout à l'heure, à savoir la protection des populations civiles après le départ de la MONUSCO et la coordination des initiatives régionales pour la gestion de la crise sécuritaire en Ituri et au Nord Kivu. Nous remercions tous nos partenaires, je venais de le dire, pour l'intérêt qu'ils portent sur le retour de la paix et la fin de la guerre dans ces 2 provinces, ainsi que pour leur marque de solidarité avec le peuple congolais. Au nom du président et du gouvernement de la République démocratique du Congo, je voudrais rassurer tous de ce que non seulement nos dirigeants qui ont le devoir constitutionnel de sécuriser tous les habitants de notre pays sont suffisamment conscients des problèmes soulevés, mais aussi des dispositions efficaces ont été prises afin que, avec les populations elles-mêmes, leur sécurité soit prise en charge par nos forces de défense et de sécurité. Étant entendu, bien sûr, qu'il n'y a pas moyen plus sûr de sécuriser les populations que de mettre fin à la guerre. Il n'y a pas moyen plus sûr de garantir le respect des droits de l'homme, de garantir la stabilité des institutions congolaises, ne nous trompons pas, que de mettre fin à la guerre. Tout le reste n'est que palliatif. En fait, à y voir de près, c'est justement la protection de la population civile qui est au cœur de la demande de retrait accéléré de la MONUSCO par les populations elles-mêmes. Quant à la coordination des initiatives de paix régionales, il convient de rappeler que sous les auspices de l'Union africaine, UEA, le sommet conjoint des chefs d'État de gouvernement de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADC, de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenue à Luanda le 27 juin 2023, a institué une quadripartite des communautés régionales ci-dessus qui coordonnent et harmonisent leurs initiatives en RDC. C'est dans ce cadre que les chefs d'état-major des forces respectives et celui de la FRDC
se réuniront la semaine prochaine, le 4 octobre, à Addis Abeba, pour examiner toutes les initiatives en cours et convenir des actions à entreprendre pour dégager toutes les entraves au règlement du conflit armé en RDC. Pas plus qu'hier, Madame la Présidente. Les chefs d'État des pays membres de l'organe sécuritaire de la SADC se sont réunis et ont convenu des modalités pratiques de déploiement de la force régionale de la SADC en RDC. Cette initiative vient de faire en fait une avancée significative. En résumé, il faut retenir que le M23 demeure irrespectueux de l'accord de Nairobi. C'est ça, des grâces pièces. Bien sûr, c'est ça l'essentiel du message, en tout cas, de la délégation congolaise devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais pour la sécurité, après le départ de M23, plutôt de la MONUSCO, oui, c'est le gouvernement congolais, à travers les forces armées de la RDC, qu'on va s'assurer, assumer l'intégralité de la sécurisation de nos frontières. Bien sûr, et le président de la République a d'ailleurs garanti la montée en puissance des forces armées de la RDC, donc on reste confiant. Alors, merci des grâces et bon début de week-end. Merci à vous pareil. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette édition pour vous signaler que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la première réunion du Comité national de coordination sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en RDC. C'était à l'immeuble du gouvernement, comme nous en parle ici Divin Chiswaka. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la toute première réunion de la coordination du Comité national de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en RDC dans la soirée du jeudi 28 septembre 2023 à l'immeuble du gouvernement. D'entrée des jeux, le chef du gouvernement s'est félicité de la tenue effective de cette rencontre qui marque une phase décisive dans le démarrage des activités de la ZLCAF en RDC. Le rapport de la Banque mondiale 2020 sur les effets économiques et distributionnels de la ZLCAF enseigne que cette zone de libre-échange représente une véritable occasion de stimuler la croissance, de réduire la pauvreté et d'élargir l'inclusion économique dans les pays africains. Sa mise en œuvre réussie permettra entre autres de sortir 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté et d'augmenter les revenus de près de 68 millions d'autres personnes qui vivent avec moins de 5,5 $ par jour. Pour sa part, Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, a relevé les défis qui se posent à la RDC. L'enjeu est tel qu'aucun pays ne peut se permettre de pouvoir se rétracter. Et la République démocratique du Congo, qui occupe une position stratégique au cœur de l'Afrique, a intérêt à pouvoir capitaliser de sorte à tirer le meilleur parti de la zone de libre-échange continentale africaine. Beaucoup de défis se posent à nous, en tant que nation. Les défis des politiques macroéconomiques robustes, les défis du développement infrastructurel, de la connectivité à l'intérieur du pays, mais aussi avec le pays voisin, pour rendre notre économie compétitive, de sorte à lui permettre de faire face à tout ce que le monde est en train d'organiser aujourd'hui. Les rideaux sont tombés sur l'atelier de validation des stratégies nationales de réduction des risques des catastrophes naturelles au jeudi 28 septembre 2023. C'était le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, qui a présidé cette cérémonie de clôture, comme nous en parle Janine Yamazita. Représentant le Premier ministre à ces assises qui ont duré 3 jours, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a exprimé sa grande satisfaction quant aux résultats qui ont été produits par les participants. Aussi, Maître Peter Kazadi Kankonde a signalé que cet atelier tombe à point nommé, son ministère étant en train de travailler sur la question de la protection de la population face aux catastrophes. L'initiateur de cet atelier, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a quant à lui plaidé pour l'accompagnement du gouvernement congolais dans la mise en œuvre des recommandations formulées en termes de financement.
Ici est de noter que plusieurs recommandations ont été formulées, notamment doter les pays d'une loi organique sur la réduction des risques de catastrophes avec clarification de l'ancrage institutionnel et des modalités de financement, investir dans les renforcements des capacités nationales pour la réduction des risques catastrophiques, assurer le suivi des actions identifiées dans les principaux secteurs justifiant des risques majeurs de catastrophes et la mobilisation des ressources partant du principe réparateur. Mobiliser les ressources pour prépositionner l'équipe d'urgence en vue d'améliorer les promptitudes et l'efficacité des réponses aux catastrophes. Enfin, renforcer les mécanismes d'intervention pour répondre aux besoins des communautés affectées par les catastrophes et situations d'urgence et faciliter leur résilience. Parlons à présent du secteur minier et sachez qu'en marge de la semaine minière prévue en janvier 2024, la ministre des Mines congolaise Antoinette Samba Kalambai s'est entretenue dans son cabinet de travail avec l'ambassadeur italien à RDC Alberto Petrangeli. On prend ces reportages pour découvrir les détails. L'ambassadeur d'Italie en poste à Kinshasa, M. Alberto Petrangeli, a été reçu en audience ce jeudi 28 septembre 2023 par la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambai pour parler de deux sujets importants. En toile de fond, les deux personnalités ont échangé premièrement sur la question relative à la participation de l'Italie à la semaine minière de Lubumbashi qui aura lieu au mois de juin 2024. Et en second lieu, ils ont abordé les points liés à la tenue du sommet de G7 prévu en janvier 2024 en Italie, dont le thème portera sur la sécurité et la durabilité dans le secteur minier au niveau international. Je suis venu présenter mes civilités à Madame la ministre et un peu illustrer ce qu'on est en train de faire dans les domaines miniers comme Italie. Donc notre participation à la semaine minière de Lubumbashi dans les mois de juin et nos activités d'accompagnement aux efforts du gouvernement congolais de mettre en place une filière durable et responsable dans l'extraction artisanale des minerais. Nous sommes, l'Italie est un grand pays producteur, donc le deuxième pays manufacturier d'Europe, et va avoir la présidence du groupe G7 à partir du mois de janvier 2024. Donc la sécurité et durabilité du secteur minier, ça va être au centre de réflexion au niveau international. Donc c'est important un engagement fort de la part de la RDC dans ce domaine. Le diplomate italien a saisi l'occasion lui accordée par la ministre de Mines pour lui informer sur l'organisation de la conférence Italie-Afrique fixée du 5 au 6 novembre 2023 à Rome. Selon l'ambassadeur Alberto Petrangeli, cette rencontre sera un moment propice pour l'Italie de présenter sa stratégie alléchante pour conclure des partenariats avec l'Afrique. Il a invité via la ministre de Mines le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à prendre part à ces assises. Rendons-nous à présent au Nord Kivu où l'explosion d'une roquette s'est faite à Goma. Les autorités provinciales ont fait une mise au point sur cet incident qui a causé la mort d'une personne. Et on écoute le porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu. Il est porté à la connaissance de la population de la ville de Goma que ce jeudi 28 septembre 2023, aux environs de 16 heures, une roquette de l'arme RPG-7 que détenait un élément des forces armées de la République démocratique du Congo à bord d'une jeep militaire au niveau du rond-point communément appelé Instigo a lâché par inadvertance après que le véhicule ait bondi sur la chaussée. La roquette tombée au stade de l'unité a causé 12 blessés, dont 11 civils et les militaires détenteurs de l'arme. Tous ces blessés sont pris en charge à l'hôpital provincial où, malheureusement, l'un vient de succomber de ses blessures. Pour ce faire, le gouvernement militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Chirimwa Minkuba Peter, présente ses compassions et appelle la population au calme. Fait à Goma, le 28 septembre 2023.
On va prendre ces faits des sociétés avant de nous séparer d'avec vous, mesdames, messieurs. Un homme d'une quarantaine d'années a été arrêté par les éléments de la police nationale congolaise pour avoir violé à 2 reprises sa fille adoptive âgée de 13 ans. Les détails dans ce reportage de Degrasse Piessi. Âgé d'une quarantaine d'années, cet homme arrêté par la police n'est pas un bandit des grands chemins, mais plutôt un violeur expérimenté. À en croire les policiers qui ont mis la main sur lui, Shadrach, qui s'est laissé illustrer, a violé de manière répétitive sa fille adoptive, attendez, la fille de sa femme, âgée de seulement 13 ans. Papa Oyo, auti kobala mwasi abali ayena mwana. Il est arrivé qu'il a violé moi, il a 13 ans. Moi, il est arrivé que la famille a moi si Basiliki. Il a violé moi, il a fait ça sur le pang. Dans un terrain, mais les 2 familles vont se concerter. Or, dans le cas de viol, arrangement est été. Mais c'est arrangé qui n'a pas kimia. Au lieu de continuer, ça c'est la 2e fois. Ces cas deviennent de plus en plus fréquents à Kinshasa et se soldent souvent à un arrangement particulier alors que la loi congolaise interdit toutes sortes de négociations en matière de viol. Tatawana, il faut ndenga zo kende bongo akende ka tout droit na makala kolege batika ye awa na district na parc inutile parce que papa oyo soki bavani na cité na biso awa bakobebisa bane bene. La loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le code pénal congolais prévoit une peine de 5 à 25 ans pour toute personne reconnue coupable de viol. C'est vraiment triste. Alors, chers parents, veillons, surtout soyons vigilants à l'éducation de nos enfants parce que le monde devient bizarre. Mesdames et messieurs, on place à présent au rappel du principal titre de l'info-soir de cette journée. Mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en RDC, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la première réunion du Comité national de coordination à l'immeuble intelligent dans la commune de La Gombe. Vous avez suivi les détails au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et surtout, bon début de week-end chez vous. Au revoir. Thank you.